Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche 21 novembre 2021, je reçois pour vous, chers amis internautes, Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est consultant média communication, il est chroniqueur politique, analyste politique également. Il est le président directeur général de l'agence documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour Kader, bonjour amis internautes. Il est avec nous ce matin, chers amis internautes, pour faire le tour de l'actualité sociopolitique au Bénin. Nous parlerons en outre de la polémique autour du pass vaccinal, de la campagne de vaccination accélérée lancée par le gouvernement. Nous parlerons également de l'animation de la vie politique nationale à quelques mois de l'élection législative de 2023, notamment dans le rang de l'opposition. Comment se passe l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, notamment son activisme. Bonjour à nouveau, Distel Amoussou. Bonjour Kader. Alors dites-nous, quelle appréhension avez-vous de cette polémique autour du pass vaccinal? Il ne se passe aujourd'hui de réunion gouvernementale sans présentation du pass vaccinal. Cette semaine, des syndicalistes ont eu à boycotter des rencontres avec le ministre de la Santé, notamment parce qu'il était exigé le pass vaccinal. Selon vous, quelle interprétation faites-vous de tous ces faits? Je n'ai pas d'appréhension. J'ai plutôt des faits d'observation et j'ai quelques points d'analyse à soumettre aux amis internautes pour dire que globalement, tous les gouvernements au monde ont des difficultés par rapport à la gestion de la vaccination contre la pandémie coronavirus. Donc, ce n'est pas un cas singulier au Bénin, en Europe, aux États-Unis et un peu partout. Tous les gouvernements sont donc confrontés à la difficulté de gestion de la vaccination. Simplement parce qu'il y avait eu ou il y a toujours une grosse littérature autour de cette pandémie et de la vaccination qui est proposée. Alors donc les antivax, ceux qu'on appelle les antivax, ceux qui sont donc contre la vaccination, ne tarissent pas d'ingéniosité pour traîner dans leur rang des naïfs tous les jours que Dieu fait. Mais comment pourrait-on expliquer ce comportement qui se manifeste par l'anti-vaccin, cette attitude? Oui, vous savez, il y a diverses théories sur la gestion du monde actuel. Il y en a qui pensent à l'hégémonie d'une certaine classe mondiale
Il y en a qui sont ou se voient en position de faiblesse et pensent qu'ils doivent développer des atouts pour combattre, n'est-ce pas, l'ordre de domination. Donc, il est né certaines philosophies, certains discours autour de ça. Là n'est pas une préoccupation majeure. Ce qui est une préoccupation majeure, c'est que au Bénin spécifiquement, il faut reconnaître 3 choses essentielles. C'est que le gouvernement béninois respecte les citoyens béninois. Et c'est pour ça qu'il met toujours en place une démarche méthodologique qui est sous-tendue par des campagnes d'explication ou de communication. Voyez-vous, le gouvernement ne s'est jamais levé un matin pour imposer quoi que ce soit aux Béninois. C'est un signe de respect, c'est une marque de respect. C'est en cela que lorsqu'il a été question de prendre des mesures, partout au monde, les gens ont parlé de quarantaine, ils ont fermé les lieux de culte, ils ont même imposé à tout le monde de rester à la maison dans certains pays. Mais le Bénin n'a pas fait ça. Et vous avez vu par la suite que la méthodologie utilisée par le Bénin a fait école. Le Bénin a commencé par procéder par isolation zonale. Donc, on pouvait vivre, et c'est lorsque vous devez quitter un point, disons une commune pour une autre, qu'il fallait prendre des dispositions. Et puis le gouvernement béninois a mis beaucoup l'accent sur les gestes barrières, la distanciation et le port de cache-nez, le lavage des mains et l'utilisation des gels hydroalcooliques. Et ça a porté son fruit. Maintenant est arrivé le vaccin ou les vaccins. Le Bénin, son gouvernement a fait le choix, n'est-ce pas, d'un certain nombre et a mis à disposition des Béninois ces vaccins-là gratuitement. Alors, il est donc question d'accompagner le gouvernement à travers sa démarche. Mais pour le faire, c'est que le gouvernement continue de discuter, de faire des propositions pédagogiques. Et c'est face à cela qu'on a des syndicalistes ou certains acteurs qui se soulèvent. Et c'est là se retrouve ma surprise. Ma surprise est là simplement parce que notre constitution, la constitution de la République du Bénin, n'est-ce pas, donne la plénitude des prérogatives au président de la République de définir la politique sanitaire de notre pays. Donc il a plein pouvoir, il est fondé à définir la politique sanitaire de notre pays. Malgré ça, il discute. Malgré ça, il propose des démarches qui devraient fédérer, n'est-ce pas, tout le monde. Et voyez-vous, lorsque je vois les syndicalistes, ou certains, pas tous d'ailleurs, certains aller en guerre contre le pass vaccinal, je ne maîtrise pas le bien fondé de leur démarche. Car en réalité, le président de la République reste le premier responsable de l'administration. Est-ce que les réunions doivent se tenir sous condition du pass vaccinal? Est-ce que le pass vaccinal doit être exigé pour la tenue de réunions de portée névralgique? Écoutez, ça c'est une option du gouvernement. Elle peut être discutable. Lorsque le gouvernement veut rencontrer des syndicalistes pour discuter des questions liées à la vie des travailleurs et que pour raison de passe vaccinal, on ne puisse pas échanger, et lorsqu'on sait qu'il n'y a pas eu échange, il y a forcément un goulot qui est toujours maintenu au niveau de la vie du travailleur, est-ce que vous ne voyez pas quand même une anomalie, Christian Amoussou? Non, il n'y a pas d'anomalie. J'ai parlé plusieurs fois de pédagogie ici sur votre plateau. Mais c'est un exemple. Vous ne pouvez pas demander subordonner l'entrée dans l'administration
à la présentation du pass vaccinal et autorisé par derrière des syndicalistes, c'est-à-dire des responsables de travailleurs, à venir à une rencontre au sein de l'administration sans exhiber leur passe vaccinal. Il y aurait contradiction dans la forme et dans le fond. Donc le gouvernement est resté constant, le ministre de la Santé est resté constant par rapport aux consignes globales du gouvernement. Il n'y a pas anomalie. Il y a que les acteurs du monde syndical doivent savoir raison garder et comprendre que la présentation ou se faire vacciner fait partie du choix du gouvernement, fait partie du choix du président de la République à qui la Constitution de notre pays donne plein pouvoir dans la définition de notre politique sanitaire. Alors, aujourd'hui, le gouvernement a lancé une campagne accélérée de vaccination. Quels sont les objectifs qui sont visés, selon vous? Alors, c'est d'atteindre le plus grand nombre possible et booster notre immunité collective. Je ne suis pas scientifique pour vous l'expliquer avec des terminologies appropriées, mais il a été dit que lorsque, n'est-ce pas, un grand nombre va se vacciner, et ça va booster notre immunité collective et protéger tout le monde. Parce que l'objectif ici, c'est de protéger tous les Béninois qui sont des acteurs de développement de notre pays. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Mais on a comme l'impression que les populations ne sont pas réceptives aux différents sons de cloche du gouvernement. Est-ce que le gouvernement ne doit pas revoir sa stratégie de communication? Est-ce que le gouvernement ne doit pas revoir un peu sa méthodologie ou se tape pas à la vaccination? Écoutez, et lorsqu'il y a des phénomènes nouveaux, il y a toujours des pesanteurs. Vous savez, et je vous ai dit à l'entame de cette émission, toute la littérature qu'il y a eu autour des vaccins, et nous sommes un peuple d'une grande majorité d'analphabètes, et même les intellectuels parmi eux, il y en a qui sont anti-vax, qui sont contre, n'est-ce pas, les vaccins. C'est une tâche difficile, c'est une mission difficile, n'est-ce pas? Et difficile partout au monde. Le cas de la France est là. Il y a une vidéo qui a été virale sur la toile où une dame a posé, n'est-ce pas, devant le président Macron, un document lui demandait de signer avant qu'elle ne prenne sa dose de vaccin. Voyez-vous, c'est partout. Ce n'est pas un cas particulier au Bénin. Ce qu'il faut souligner plutôt, et qui est honorable pour le Bénin, c'est que le gouvernement béninois n'adopte pas de mesures de brutalité. Car à côté, je ne voudrais pas citer de nom de pays, il y a les lieux de culte qui sont fermés. Et personne ne peut, n'est-ce pas, protester. Mais le gouvernement béninois n'a pas fait l'option d'aller avec la violence et la brutalité. C'est en cela que lorsqu'on me demande de proposer au gouvernement de changer sa méthodologie ou son style de communication, oui, je dis, je ne vois pas l'importance. Par exemple de la France, il y a des pays de l'Hexagone qui ont un taux de vaccination, une couverture vaccinale enviable, honorable, et on se demande de savoir, est-ce que le gouvernement ne doit pas revoir un peu sa stratégie pour davantage inciter les populations à aller délibérément se faire vacciner? Alors, inciter les populations, c'est déjà... En impliquant également les politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, radicale ou modérée. Je vais y arriver, mais c'est déjà que le gouvernement fait l'effort d'amener les vaccins aux portes des concitoyens. Parce que pour des raisons de mobilité, quelqu'un peut estimer qu'il n'a pas 500 francs de prendre 10 millions aller-retour pour aller se vacciner. C'est possible. Mais le gouvernement fait l'effort d'amener les vaccins aux portes des populations. C'est déjà un grand pas. Et c'est du social qui se fait à ce niveau-là. Voyez-vous, l'autre chose, c'est que il reste que l'acceptation des soins
en milieu hospitalier reste de la volonté du patient. Donc chacun est libre, n'est-ce pas, de refuser ou d'aller se vacciner. Mais face aux gains que nous avons à travers les vaccins par rapport à la Covid, ce qui est suggéré, ce qui est préconisé, n'est-ce pas, c'est que ceux qui sont plus éclairés puissent parler aux réticents d'aller se faire vacciner pour le bien de la communauté, pour le bien de la cité. Car si vous êtes vacciné et qu'autour de vous les gens ne sont pas vaccinés, vous n'êtes pas en sécurité. Voyez-vous, donc amenons ceux qui sont autour de nous vers les vaccins ou décidons-les à se vacciner en leur expliquant que le vaccin ne tue pas. C'est le mal qui tue. C'est la Covid qui tue. Ce n'est pas le vaccin contre la Covid qui tue. Il faudra leur expliquer ça parce que, écoutez, oui, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait, n'est-ce pas, associer les leaders d'opinion, les ONG, les chefs de culte endogènes, les religieux. Il faudrait associer tout ce monde-là pour que chacun puisse parler à sa communauté. Je suis d'accord avec vous. C'est en cela que je stigmatise un peu, n'est-ce pas, l'absence totale des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement dans ce débat. N'est-ce pas? Les partis politiques, à travers leurs instances fêtières, doivent pouvoir amener les militants à comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé de la vaccination à travers des communications, n'est-ce pas, à travers des messages qui sont diffusés, à travers même des rencontres thématiques autour de la pandémie et permettre une plus grande compréhension, une plus large compréhension du concept de la vaccination. Comme ça va faciliter la tâche au gouvernement. Comme ça va faciliter la tâche au gouvernement. Je crois que nous allons observer de très près l'évolution de cette campagne accélérée de vaccination et peut-être... Il ne s'agira pas d'observer, mais il s'agira à motiver. Il s'agira à accompagner le gouvernement. Il s'agira à décider les sceptiques à aller vers les vaccins. Aller vers les vaccins. Alors, Dissel Amoussou, nous allons parler à présent politique. Quel regard portez-vous sur l'animation de la vie politique aujourd'hui au Bénin? Ben écoutez, il y a une morosité. Et cette morosité naît du fait que l'opposition politique au régime de Patrice Talon n'a plus d'alternative, n'a plus un discours fédérateur, n'a plus, n'est-ce pas, de propositions sur les secteurs économiques, politiques, sur les réformes qui sont préconisées par le gouvernement en place. Et lorsqu'en face il y a du vide, écoutez, le risque est que le pouvoir peut tomber dans la sclérose. Heureusement que le président Patrice Talon veille au grain et est en train de fouiller ses âmes, n'est-ce pas, pour que déjà d'ici à janvier, le PAG 2 soit lancé pour le bonheur des Béninois. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'opposition politique. Quel regard spécifique portez-vous sur l'opposition au président Patrice Talon? Alors, quel décryptage vous en faites, Dissel Amoussou? Le silence et la sclérose dans laquelle il tombe aujourd'hui me font définitivement à l'idée que c'est des personnes ou c'est des regroupements de concitoyens qui n'avaient en fait rien de probant comme alternative à proposer aux Béninois. Voyez-vous, parce que il y a un calme plat, il y a un silence radio, et donc on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas de quoi ils animent, n'est-ce pas, leur cercle politique. Donc du coup, il y a un vide en face. Et comme le disent les Ivoiriens, en face, il y a maïs. En face, il y a maïs. Mais en tant qu'analyste politique, au regard de votre parcours comme emblématique, qu'est-ce qui pourrait justifier ce silence? C'est les rapports de force. Les rapports de force entre les forces politiques de la mouvance, notamment le gouvernement et les forces politiques qui l'accompagnent,
et les forces politiques de l'opposition. Et lorsque vous fondez votre discours sur du verbiage, sur des contre-vérités, écoutez, à l'apparition du soleil, tout s'assèche et vous disparaissez. Et c'est ça le risque qu'il y a aujourd'hui pour les forces politiques de l'opposition. Pour les forces politiques. J'ai surpris depuis, je surprends depuis quelques jours ou quelques semaines sur la toile un activiste aux ordres des forces politiques de l'opposition envoyer des courriers dans tous les sens. Et ce matin, je l'ai lu. La lettre ouverte a été envoyée à la présidente Célestine Zanou et la conviant autour d'une urgence et d'une nécessité de regroupement des forces politiques de l'opposition. Je dis c'est une bonne chose. Qu'ils se regroupent, qu'ils définissent, n'est-ce pas, de nouvelles méthodologies, qu'ils élaborent d'autres discours qui s'éloignent des discours de la violence, qui s'éloignent des discours de la résistance, qui s'éloignent des discours va-t-en-guerre, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir en face leur mémorandum de propositions, n'est-ce pas, et comparatif à ce que nous propose le gouvernement du président Patrice Talon. Mais est-ce que quelque part, vous n'avez pas noté qu'on a affaibli l'opposition, en quelque sorte? On a affaibli. Qui a affaibli l'opposition? Non, l'opposition s'est atomisée séparément. L'opposition s'est atomisée séparément parce que mais comment est-ce que vous voulez pérenniser une activité ou une action qui n'est pas soutenue par une philosophie probante? Quel discours vous pouvez retenir aujourd'hui de l'opposition si ce n'est ôte-toi pour que je m'y mette? Et au plan économique, qu'est-ce que cette opposition nous propose? Au niveau de l'éducation de nos enfants, est-ce que vous avez le discours de l'opposition en main? Est-ce que vous avez les balises, n'est-ce pas, de rêve de la classe politique de l'opposition? Au niveau du sport, qu'est-ce que l'opposition nous propose? Non. Au niveau de la santé, est-ce que vous avez, n'est-ce pas, des repères par rapport aux alternatives de l'opposition? Prenons simplement les secteurs d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Face à ce secteur-là, qu'est-ce que l'opposition nous propose? Si vous en connaissez, dites-moi. Peut-être que je suis à court d'informations. C'est possible. Mais c'est qu'en face, il n'y a rien. Mais lorsque vous n'avez rien pour fédérer, n'est-ce pas, l'ardeur des Béninois, pour les maîtriser, on dit qu'on ne sensibilise que sur la base des intérêts en politique. Mais si vous ne proposez rien aux Béninois sur la base de leurs intérêts, comment est-ce que vous pouvez les sensibiliser, les fédérer à votre cause? Et c'est quoi même la cause de l'opposition? C'est des questions que je me pose. L'opposition martèle à qui veut l'entendre, et cela à maintes reprises, ils l'ont dit, à travers les différents acteurs qui animent cette opposition politique au régime du président Patrice Talon, qu'elle défend les acquis de la conférence des forces vives de 1990 et également qu'elle veut restaurer la démocratie car pour eux, nous sommes en dictature. Non, non, pourquoi ce sourire narquois? Oui, parce que... Est-ce que ce que défend, ce que revendique l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas des brins de vérité? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de légitimité dans ce qui est évoqué? Alors, ils reviendront certainement nous dire quelle démocratie ils veulent restaurer. Mais je sais qu'il n'est pas juste de faire du fétichisme autour de la conférence nationale des forces vives de la nation. Ça a été une étape de notre vie politique, de notre vie économique ou globalement de notre vivre ensemble. Et donc on ne peut pas continuer d'avancer vers des années et continuer de regarder dans le rétroviseur de 1990. Nous sommes en 2021 et beaucoup d'eau a coulé certainement sous le pont. Il est question pour les Béninois, n'est-ce pas, de bonifier et les attentes de la conférence nationale des forces vives de la nation, ce qui se fait.
Donc, le Bénin reste un État démocratique et le Bénin a ses institutions qui fonctionnent. Et le Bénin est en progression économique. Pardon ? Il ne peut y avoir de démocratie sans opposition. On a comme l'impression qu'elle est morte, cette opposition. Alors, puisque vous parlez du désir de l'opposition, c'est donc qu'elle existe et qu'elle a des désirs. Puisqu'elle entend restaurer la démocratie prônée en 1990 à la Conférence nationale des forces vives de la nation, c'est qu'elle existe. Donc, la démocratie béninoise existe. Voyez-vous, non, je crois qu'il faut finir avec le verbiage, il faut aller au développement. Parce que je voudrais vous demander, quelle grande nation connaissez-vous dont le développement a été basé sur la démocratie? Je prends la France, il n'a pas été question, la France ne s'est pas développée à l'ère de la démocratie. La France était une grosse monarchie. Je prends l'Allemagne, c'était pareil. Je prends les grandes nations démocratiques qui sont citées, c'était de grosses monarchies, de grosses dictatures que certains ont appelées dictatures éclairées. Je prends le cas de la Chine, c'est une monarchie, mais dont le développement aujourd'hui tutoie le sommet de l'universalité. Est-ce que nous allons continuer de bavarder ou nous allons déterminer à aller tout de suite vers le développement? Est-ce que nous allons nous déterminer à aller au champ, vers la production, vers la variété de notre capacité, de notre pouvoir de production? Et à côté du coton, identifier d'autres sources de production? Est-ce que nous allons mettre un accent sur l'éducation de notre jeunesse à travers l'adéquation formation-emploi? Est-ce que nous allons vers la professionnalisation de l'éducation, du curricula que nous proposons à nos enfants? Est-ce que nous voulons aller sur le terrain de développement en posant des actes réels? Non, on ne va pas rester encore une dizaine d'années ou plusieurs années à parler de démocratie prônée à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Ça serait un péché de l'élite. Et le président Patrice Talon est dans le pragmatisme, est dans le réalisme, dans la vérité, n'est-ce pas, contextuelle. C'est pour cela qu'il propose la professionnalisation de l'éducation de nos enfants, pour ne plus avoir des maîtrisards en sociologie ou des docteurs en sociologie qui soient incapables de produire quoi que ce soit, pour ne plus avoir des maîtrisards en anglais ou en lettres modernes ou je ne sais quoi, qui soient incapables, n'est-ce pas, de tenir une entreprise. Voyez-vous, il faut aller vers l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut mettre, n'est-ce pas, la main à la pâte du développement. Et c'est une piste que nous devons dresser et tracer pour nos enfants. Alors, nous sommes à quelques mois de l'élection législative d'avril 2023, j'allais dire, pardon, du mois de 2023, à quelques mois, ça va se tenir en janvier prochain, puisque janvier prochain c'est 2022, janvier prochain 2023, nous sommes à quelques mois. On dirait que vous êtes pressé. Voilà. Alors, Dissela Moussou, on ne note pas ce qu'on l'aurait espéré dans le rang de l'opposition, parce que au regard des événements de 2019, de 2020 et de 2021, on aurait espéré que cette opposition soit beaucoup plus active, qu'elle fasse, comme les partis de la mouvance, certaines mobilisations dans le rang de ses militantes et militants, au fin de préparer efficacement cette joute électorale. Mais on a comme l'impression que l'opposition, subdivisée par des questions égoïstes, est quasiment inactive. Oui, je comprends que certaines activités puissent vous manquer, les grandes réunions, les
conférences de presse, les diatribes, les sorties, les discours. Oui. Ça nourrit la presse également. Oui, je sais que vous en souffrez, mais vous allez en souffrir davantage. Parce qu'en réalité... Et on ne pourra rien faire. C'est ça. Je ne rajoute pas ça. Mais je vous dis qu'en réalité, le level qui s'impose aujourd'hui n'est plus au verbiage, n'est plus aux rencontres inutiles ou aux réunions inutiles. Voyez-vous, je crois que sur ce coup, l'opposition est dans le réalisme. Ils savent aujourd'hui, ces acteurs de l'opposition, que le tout ne suffit plus aujourd'hui de rassembler une dizaine de journalistes et de vociférer pour s'entendre ou se faire entendre. Ce dont ils ont besoin, n'est-ce pas, c'est déjà d'harmoniser leur point de vue en leur propre sein. Puisque vous parliez de divergence du fait de l'égoïsme. Oui, c'est de pouvoir taire leur ego, chacun à son niveau, et de pouvoir s'organiser, n'est-ce pas, et devenir une puissante âme en face du pouvoir. Sinon, on aura l'impression qu'ils ont été phagocytés. Et je crois qu'en réalité, ce n'est que l'évidence des choses. Ce n'est que l'évidence des choses. Ils doivent, n'est-ce pas, parlant, n'est-ce pas, en début d'émission de vaccination. Cette opposition, par exemple, cette classe politique de l'opposition, par exemple, n'est-ce pas, peut décider ses militants, à travers une activité bien organisée, bien structurée, d'aller vers la vaccination et gagner, pourquoi pas, le pari du fort taux de participation vaccinale et capitaliser ça pour les échéances à venir. C'est une proposition, par exemple. C'est une proposition. Voyez-vous. Donc, lorsque vous n'êtes pas actif, lorsque vous ne vivez pas, c'est que vous n'existez pas. Et lorsque vous n'existez pas en politique, c'est que vous disparaissez. Alors, quelle est la part de responsabilité ou quel devoir doit avoir les différents acteurs de l'opposition à l'égard du chef de file de l'opposition? Ben voilà, c'est déjà le devoir de reconnaissance. Parce que désormais, c'est une institution. Et lorsque vous adhérez aux lois de la République, c'est que vous adhérez aux institutions. Vous pouvez ne pas être d'accord sur les fonctionnalités, mais vous avez un devoir de reconnaissance de la République, de ses lois et de ses institutions. Alors donc, ne pas reconnaître le chef de file de l'opposition qui est là, qu'il s'appelle Kafa ou Tatampion, ça n'est pas un problème pour moi. Mais c'est de se battre au sein même de l'opposition pour avoir la puissance de représentativité et de briguer le fauteuil du chef de file de l'opposition, qui est une institution. Alors, Dissena Moussou, avant de parler de la mouvance, vous allez nous dire quand même votre appréciation de l'activisme politique de l'ancien président Thomas Bouniaï depuis sa rencontre avec son prédécesseur Patrice Talon. Oui, écoutez, lorsque la sagesse revient à la maison, vous comprenez que je cherche mes mots parce qu'il s'agit quand même de l'ancien président de la République. Donc, lorsque la sagesse retourne à la maison et certaines attitudes, n'est-ce pas, prennent fuite par la fenêtre. Et je crois qu'en saluant par exemple le retour, n'est-ce pas, des œuvres historiques du Bénin sur sa page Facebook, le président Thomas Bouniaï est en train de montrer la direction à cette classe de l'opposition politique que les temps de la violence, les temps des affrontements, les temps où le sang de nos compatriotes pouvait couler par terre, ce temps est révolu. Et qu'il est question aujourd'hui, chacun dans son couloir, de jouer sa participation pour le rayonnement de notre pays, pour le rayonnement de son économie, pour le rayonnement de ses réformes et pour son développement.
pour son développement. Encore 3 petites questions d'ici la motion de clore cette émission. Vous allez porter quand même un regard sur la mouvance. On ne va pas parler que de l'opposition. Non, je vous dirais que cette mouvance politique ne s'identifie pas encore par rapport à ses idéaux. Et lorsque je prends chaque parti politique de la mouvance soutenant les actions du président Patrice Talon, je ne perçois pas encore, n'est-ce pas, la mise en place ou en branle des activités ou des actions, des discours pour permettre leur identification, leur démarcation vis-à-vis de leurs idéologies. Et ça, c'est un travail à faire. Voyez-vous, je ne perçois pas encore, outre le discours global que développe, que dégage le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, je ne sens pas encore le discours de ses partisans. Je ne sens pas le discours de l'UP. Je ne sens pas le discours du BR. Je ne sens pas le discours du Mouel Bénin. Du PRD. Du PRD. L'UDBN déjà avec pour n'en citer que ces formations politiques. Alors, oui, aujourd'hui, tous s'engouffrent derrière le parapluie du président Patrice Talon à travers son programme d'action du gouvernement. Mais faudrait-il que d'ici à là, notamment en 2023, n'est-ce pas, qu'ils puissent, ces partis politiques, s'identifier, se démarquer, se rendre visibles à travers leur philosophie, n'est-ce pas, leur mode de fonctionnement et le mécanisme structurel d'organisation qu'ils vont s'imposer et imposer aux Béninois pour pouvoir capter, enrôler le plus grand nombre de Béninois. Car en réalité, chaque député qui ira à l'hémicycle en 2023 va s'appeler ou UP, ou BR, ou Mouel Bénin, ou PRD. Donc, chaque député aura son identité partisane d'abord, avant de se retrouver globalement dans une mouvance politique, si bon lui semble. Si bon le semble. Alors, d'ici là, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez évoqué le retour des 26 trésors royaux. Que symbolise ce retour pour vous? Alors, disons que c'est cette... Vous allez me demander de faire toute une émission autour de ça. Mais je voudrais simplement m'appesantir sur le symbolisme, n'est-ce pas, de ce que nous avons vécu. Il y a la bravoure. Il y a l'unicité. Il y a l'identité. La bravoure des hommes et femmes qui ont combattu le juste combat pour le retour de nos biens. L'unicité, parce que ces œuvres-là sont aujourd'hui à la présidence de la République et revêtent aujourd'hui, incarnent aujourd'hui l'unité nationale. Ce ne sont plus des œuvres d'Abomey. Ce ne sont plus des œuvres du royaume d'Abomey. Elles deviennent des œuvres de l'unité nationale, des œuvres identitaires du Bénin. Voyez-vous? Donc, c'est une philosophie qui reprécise l'identité culturelle et cultuelle de notre pays. Ce retour constitue un fait historique qui va faire date autour, n'est-ce pas, de la pérennisation de la culture du Dahomey devenu Bénin. Voyez-vous? Donc c'est un pas qui est fait vers la reconnaissance de la République
de notre identité culturelle. C'est un pas qui est fait. Alors ces œuvres-là ont été conservées en France pendant près de 130 ans, dit Stella Mousso. Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens matériels, logistiques et même humains pour conserver également ces œuvres, pour que dans 130 ans, nos petits-fils, descendants, verront encore ces œuvres-là dans le même état? Alors, il y a une trilogie qui est sortie. Puisque vous savez que c'est de la palissade qu'on a appris que après la colonisation, jusqu'à nos jours, récemment en 2000, il y a eu des œuvres de ces périodes-là qui ont disparu miraculeusement, mythiquement, dans nos différents musées, les quelques-uns qui nous restent encore. Alors, il y a une trilogie qui est apparue au cours des discours, n'est-ce pas, pendant cette activité. On a parlé de restitution, de mobilité et d'universalité. Non, restitution, inaliénabilité et circulation, je crois, pour rester, n'est-ce pas, collé à l'idée, sans être très précis sur les mots utilisés. Alors ça veut dire que ces biais-là, ces œuvres-là ont été restituées. Mais le Bénin et le monde restera en pourparlers pour que ces œuvres ne soient pas, n'est-ce pas, indéfiniment fermées dans des musées au Bénin. C'est pour ça qu'on a parlé inaliénabilité, c'est un mot difficile. Le ministre des Affaires étrangères lui-même l'a reconnu. Voyez-vous? Et on a parlé également d'universalité. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui pourront désormais être présentes au cours de grandes rencontres culturelles de par le monde. Donc disons que c'est des œuvres qui vont demeurer patrimoine mondial. Alors, n'est-ce pas? Donc, le Bénin est en partenariat avec d'autres pays, et vous avez remarqué que avant que ces œuvres n'arrivent, des Béninois, des conservateurs béninois ont été formés pendant un temps et qui ont reçu le standard, n'est-ce pas, de conservation de ces œuvres-là. Donc ce partenariat-là va exister, va continuer d'exister avec la France, avec d'autres puissances également, pour que dans 130 ans, comme vous le dites, nos arrière-petits-fils puissent, n'est-ce pas, s'enorgueillir et voir au complet. Et c'est une mission. C'est une mission. Voilà. Alors, avant de la question pour finir ce matin, cette personne estime que nous avons une joie débordante qui ne mérite pas de l'être, parce que sur près de 3000 œuvres répertoriées un peu partout dans le monde, on nous a retrocédé que 26, et que nous ne devons pas nous réjouir parce que des pays d'à côté, on les a proposé 100, ils ont refusé, ils sont allés même jusqu'à 600. Et jusque-là, ils n'ont rien eu. Donc nous avons eu 26 sur plus de 3000 ou 9000 si vous voulez. Un tien vaut mieux que deux, tu n'auras jamais. Merci à vous, Stella Mousso. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour ne pas dire, nous sommes à la fin de cette émission. Le rituel, vous le connaissez si bien. Vous êtes un familier de ce plateau d'émission. Vous allez regarder droit dans la caméra avec votre casquette éponyme. Vous allez vous adresser à ces internautes qui ont pris un peu de temps à vous suivre ce dimanche. Vous leur dire véritablement si ce que vous avez dit ce matin, ce sont des opinions partisanes ou s'il s'agit d'opinions résultant du tréfonds de votre intime conviction. Chers auditeurs, chers internautes, vous savez que je ne suis membre d'aucun parti politique, donc je n'ai pas d'opinion partisane. Je vous ai dit spontanément, n'est-ce pas, ce qui vient de mon cœur. Maintenant que nous tendons vers la fin de l'année, je voudrais inviter chacun et tous à la prudence sur nos axes routiers, à la prudence dans nos quartiers et lieux d'activité, car vous savez que la période de fin d'année coïncide généralement avec la montée de la criminalité dans notre pays. Donc, la sécurité étant la question de tout le monde, je vous convie chacune et chacun à la prudence et à prendre soin de vous
pour que nous restions en contact. Je vous remercie. Merci à vous, dit Stella Moussou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à l'entame au sujet du pass vaccinal, notre invité a tenu à attirer l'attention sur le fait que tous les gouvernements au monde ont des difficultés dans la gestion de la vaccination et il a argumenté dans ce sens. Pour lui, le gouvernement respecte les citoyens et fait preuve de méthodologie dans l'application de ses décisions et ses élaborations. Il a parlé également, il a salué cette mesure qui a été prise par le gouvernement à l'entame de la pandémie, cette mesure liée notamment au cordon social, au cordon sanitaire, j'allais dire, une mesure qui a fait tache d'huile dans la sous-région. La Constitution donne tout pouvoir au gouvernement de définir la politique sanitaire du pays, nous a rappelé Stella Moussou au cours de cette émission. Il a parlé de la campagne accélérée de vaccination qui a été lancée par le gouvernement. Pour lui, cette campagne vise à atteindre le plus grand nombre et booster l'immunité collective afin de protéger tout le monde. Le gouvernement n'adopte pas de mesures de brutalité et cela est à féliciter, a dit Stella Moussou au cours de son intervention ce matin sur l'invité. Le gouvernement fait l'effort d'amener les vaccins aux portes des populations, c'est du social, a-t-il également fait observer au cours de son argumentaire. Le vaccin ne tue pas, mais plutôt le coronavirus, et donc il a lancé à maintes reprises dans ses différentes prises de parole des invites aux citoyens béninois à aller se faire vacciner afin d'être immunisés contre la forme grave de la COVID-19. Il faudrait associer les leaders d'opinion, les chefs de culte, les responsables religieux et autres à la campagne de vaccination, a souhaité, dit Stella Moussou au cours de cette émission, qui se désole de l'attitude qu'adoptent les partis politiques, notamment ceux qui soutiennent l'action du gouvernement du président Patrice Talon. Parlant de l'animation de la vie politique au Bénin, il a fait noter qu'il note une morosité. Pour lui, l'opposition n'a plus d'alternative de proposition. Il note un silence au niveau de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Pour lui, la sclérose l'amène à affirmer qu'il n'avait pas d'alternative. Ce silence se justifie par les rapports d'opposition se justifie par les rapports de force, j'allais dire, ce silence se justifie par les rapports de force et il a argumenté dans ce sens. Pour lui, l'opposition s'est atomisée elle-même. Il n'est pas juste de faire du fétichisme sur la conférence des forces vives de la nation de février 1990 et il a également argumenté dans ce sens et il s'est interrogé de savoir quelle grande nation a été développée sous la démocratie et il a donné pour illustration de cette interrogation la France, l'Allemagne, la Chine, pour citer que ces grands pays qui ont connu un réel développement sous le régime politique de monarchie. Ils ont besoin d'harmoniser leur point de vue et de taire leurs égos, a dit Stella Moussou, parlant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Pour lui, l'opposition doit contribuer à la campagne accélérée de vaccination qui est lancée. Il faut reconnaître que le chef de file de l'opposition, le chef de file de l'opposition, c'est une invite que dit Stella Moussou aux opposants au régime du président Patrice Talon. Il a félicité dans son argumentaire l'ancien président Thomas Bouniaï pour avoir salué le retour des 26 œuvres et il s'en est réjoui. Cette mouvance ne s'identifie pas par rapport à ses idéaux, a lancé Stella Moussou sur ce plateau et il a argumenté largement dans ce sens et parlant du retour des 26 œuvres, des 26 trésors royaux du royaume d'Abomey. Il a parlé de bravo, de l'unicité de ces œuvres et il a également fait l'historique du retour de ces œuvres-là. Pour lui, ces œuvres sont des œuvres identitaires du Bénin et donc elles n'appartiennent plus exclusivement au royaume d'Abomey. En fin d'émission, il a également rassuré les uns et les autres que tout ce qui a été dit sur ce plateau ce matin relève de son intime conviction puisqu'il n'est pas membre d'une formation politique soutenant les actions du régime du président Patrice Talon ou peut-être d'une formation politique s'opposant au régime du président Patrice Talon. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos, dit Stella Moussou. Tout à fait, je vous en remercie. Merci à vous, dit Stella Moussou. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, vous êtes le président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Vous êtes également chroniqueur politique, analyste politique. C'est sur cette bannière que beaucoup vous connaissent également. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci pour la confiance accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.